Bien. Bon, tout le monde est prêt? On peut commencer? Bien, bonjour à toutes et à tous et bonjour à ceux qui nous regardent en live sur la page Facebook de la mairie. Merci pour votre ponctualité, on démarre juste à l'heure. Tous les conseillers sont présents, donc le quorum est atteint. Concernant le secrétaire de séance, si Stéphane est d'accord, je demande au conseil d'approuver le fait que Stéphane soit le secrétaire de la séance. Très bien. Donc Stéphane sera le secrétaire de la séance. Et on peut commencer l'ordre du jour avec le premier point, l'approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2020. Alors je voudrais faire un petit commentaire à ce sujet. On envoie le procès-verbal en même temps que la convocation pour permettre à tout un chacun de vérifier si le procès-verbal lui convient. On souhaite avoir les commentaires avant la séance elle-même, de manière à pouvoir corriger le procès-verbal et avoir un procès-verbal qui peut être signé en fin de séance. En aucun cas, le fait que quelqu'un fasse un commentaire empêcherait le fait que ce commentaire soit relis en séance. Le fait de demander les commentaires à l'avance n'est pas fait pour empêcher les gens de s'exprimer pendant la séance, mais pour permettre la signature en fin de séance. Et je dis ça d'autant plus que maintenant, tous les conseils sont filmés et donc enregistrés. Et s'il y a le moindre doute sur ce qui a été dit pendant un conseil, on prend le temps de réécouter l'enregistrement de manière à s'assurer que ce qui a été mis dans le procès-verbal correspond à ce qui a été dit en séance. Donc on devrait avoir moins de commentaires sur la présentation du procès-verbal. Néanmoins, avant de demander l'approbation, Monsieur Lepage, je pense que peut-être vous avez des commentaires à faire et je vous passe la parole. Alors, merci. Ce n'est pas moi qui vais faire les commentaires, mais c'est Dominique Tormann qui va les faire et j'interviendrai le cas échéant à la fin. Alors, nous avons plusieurs remarques au sujet de ce procès-verbal et il se concentre essentiellement sur la rédaction du point 3 qui est incomplète et tendancieuse. Elle est incomplète car il manque toute votre présentation de l'opération qui s'appuyait sur un document que vous avez distribué en séance et que vous aviez souhaité tenir confidentiel dans l'attente de l'obtention de subventions. Alors, il n'est pas dit non plus que l'opération est conditionnée ou était conditionnée à l'obtention de ces subventions qui devaient être discutées et votées par la région le 2 décembre. Faute de quoi, la transaction devenait caduque. Le PV ne dit pas non plus comment l'opération sera financée par la commune, alors que vous aviez dit en séance, chiffre à l'appui, précisant même qu'un emprunt serait nécessaire, avec une estimation de mensualité de remboursement. Alors, ça, c'est pour la partie s'agissant de votre présentation. Et dans le débat, la question de Jean-Luc Lepage sur le rapport de la commission finances ne figure pas, ni votre réponse qui indiquait qu'elle ne s'était pas réunie. Jean-Luc Lepage a également fait remarquer que le document distribué en séance était daté de début octobre, soit un mois avant le Conseil, et que malgré notre offre d'assistance pour ce dossier, à votre demande, à l'issue du Conseil du 21 septembre, vous ne nous avez jamais contactés, sauf 2 jours avant le Conseil, alors que tout était déjà bouclé avec Côte d'Armor Habitat. Et la rédaction du PV omet également votre réponse à ma question demandant pourquoi la commune ne faisait pas ce projet seule. Vous aviez répondu que vous n'aviez pas suffisamment de recul sur les budgets de la commune et que vous ne vous sentiez pas d'engager Bréa seul dans ce projet.
Alors la rédaction laisse penser, tel que c'est écrit, que c'est de notre faute s'il n'y a pas eu de projet alternatif. Voilà pour le point 3. Il y a deux autres points, moins importants. Le point 8i, dans vos informations, les informations du maire, la rédaction omet d'indiquer en tout début de ce chapitre qu'il s'agit de tags en divers endroits de l'île, et sans cette indication, la suite de la rédaction n'est pas compréhensible. Et dans les questions diverses, ma question au sujet de la tenue des conseils qui étaient systématiquement convoqués les lundis en journée et qui pénalisent les élus qui ont une activité professionnelle ne figure pas non plus. Voilà pour nos remarques au sujet de ce procès-verbal. Très bien. Donc je réitère ma demande. Vous aurez la parole pour faire ce genre de commentaires à la séance, mais de manière à pouvoir signer un procès-verbal sans attendre des mois et des mois. Je vous demande de revenir vers nous avec vos commentaires. On les prendra en compte. On les prendra en compte. On représentera un procès-verbal à l'approbation. Et vous aurez la parole pour vous exprimer sur les commentaires que vous souhaitez faire. Je me permets de rappeler le règlement intérieur que vous avez voté, nous ne l'avons pas voté, qui précise dans son article 26, dernier alinéa, chaque procès-verbal de séance mise aux voix pour adoption à la séance qui suit, les membres du conseil municipal peuvent intervenir à cette occasion pour demander une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est effectuée si la majorité des membres présents ou représentés ne s'y oppose pas. Et ce règlement intérieur a été modifié pour tenir compte de votre demande spécifique, Monsieur Lepage, d'avoir un procès-verbal conséquent en forme papier, d'accord? On pourrait très bien modifier le règlement intérieur pour revenir à un enregistrement et à un relevé de décision, qui ferait gagner beaucoup de temps. On ne l'a pas déféré devant le tribunal administratif non plus. Hein. Non, non. OK. D'accord. Mais si vous sentez le besoin de le faire, n'hésitez pas. Hein. Bien. Donc nous prendrons en compte les commentaires qui ont été faits. Nous vérifierons sur l'enregistrement du Conseil que tous ces commentaires sont valables. Et nous devrons donc représenter le procès-verbal au Conseil suivant. Je passe au point numéro 2. Construction de logements pour actifs, demande de subvention. Donc pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé depuis le dernier Conseil, nous avons effectivement participé à un CUP, un comité unique de programmation, le 2 décembre, pour avoir la réponse de ce CUP sur nos demandes de subvention. Alors je suis assez content de pouvoir vous dire que concernant, et c'est juste un point d'information supplémentaire, concernant la subvention demandée par Côte d'Armor Habitat pour les logements sociaux, la subvention de 100 000 € qui a été demandée a été approuvée à l'unanimité des membres du CUP. Concernant les demandes de subvention qui ont été faites par la commune pour les logements communaux, je suis aussi heureux de vous annoncer que le CUP a approuvé à l'unanimité 2 subventions pour la commune. La première de 118 928 €, la deuxième de 147 652 €. Aujourd'hui, nous devons prendre une délibération à la demande du CUP pour me permettre de faire la demande officielle et définitive de ces subventions. Le dossier final de demande de subvention, qui comprend un certain nombre de sujets, de points, doit être soumis aux autorités au plus tard le 31 décembre de cette année pour approbation finale. Donc nous avons l'intention d'envoyer nos dossiers d'ici la fin de la semaine prochaine, donc pour ces 2 subventions.
Ce qu'il nous reste encore à obtenir, comme vous pouvez le voir sur le tableau qui vous est mis dans le document, c'est la subvention du département à hauteur de 30 000 €. Mais avec ces approbations en CUP des différentes subventions, le projet est relancé. Côte d'Armor Habitat a avisé les entreprises que le travail allait reprendre. Dans le cadre de la préparation des dossiers finaux, nous avons reçu le CCTP des bâtiments et nous avons reçu le planning des travaux. Pour votre information, le planning est basé sur une durée totale de 8 mois hors congé d'été. Donc je pense que en prenant 1 mois de congé pour l'été, on arrive à 9 mois. La date de démarrage de la démolition est annoncée pour le 10 janvier 2021. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc en fait, je vous demande d'approuver, c'est le fait que je puisse faire toutes les démarches pour solliciter les subventions attribuées par l'État et la région, subventions qui ont déjà été approuvées par le CUP. D'autre part, de me permettre de solliciter la subvention auprès du département des Côtes-d'Armor et de dire que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits en investissement au budget primitif de 2021. Je peux peut-être ajouter que par rapport au plan de financement que je vous avais présenté le mois dernier, le fait d'avoir confirmation de ces 265 000 € de subvention pour la commune permet d'affirmer que l'emprunt qui sera fait par la commune sera inférieur au maximum qui vous avait été présenté dans le plan de financement la semaine dernière. Avant de passer au vote, vous avez peut-être des questions? Une remarque, plus qu'une question, puisque vous n'avez rien distribué préalablement à cette réunion en dehors d'un document qu'on n'a pas compris, puisqu'il est daté de 2017, le 6 octobre 2017, très précisément, avec des photos de la caserne de gendarmerie à démolir et puis un croquis des architectes en élévation et en coupe. Et puis un tableau en 3 lignes, 4, s'agissant des subventions, sans aucune indication pour nous de savoir si c'était ce qui était demandé, ce qui était approuvé. Rien ne figure dans le dossier s'agissant du plan de financement, alors que vous aviez été beaucoup plus précis il y a 1 mois. Donc finalement, par rapport à ce dossier, pour les élus qui doivent voter, ce qui est quand même le plus important dossier de l'année, c'est on engage la commune sur plus d'une génération, un montant global des 2 parties qui est égal à son budget annuel. On ne trouve pas ça très agréable et très transparent de votre part de nous envoyer ça 3 jours avant cette séance. Ça ne permet pas du tout de préparer des questions intelligentes et d'avoir un débat fructueux entre tous les élus. Donc, c'est par rapport à ce que vous nous avez envoyé que, voilà, vous nous en avez dit plus aujourd'hui, et on est évidemment heureux d'apprendre que les subventions sont en bonne voie, mais on le découvre aujourd'hui en séance. Donc, on n'avait pas moyen de le savoir précédemment. Le document qui vous a été remis comme document de travail, pour votre information, c'est le document qui a été présenté en CUP. Je trouve votre remarque sur la date de 2017 un petit peu déplacée parce que c'est un document dont c'est la date du plan qui est présenté. Ça ne veut pas dire que c'est la date du document. Okay. Donc dire que c'est un document de 2017, je trouve que c'est un petit peu surprenant. Ce document
C'est la seule chose qu'on reçoit, monsieur. Et c'est la seule chose qu'ont reçu les élus du CUP, et ils n'ont pas fait ce genre de commentaires avant d'approuver les subventions pour la commune de Bréa. D'accord? Non, pas d'accord. On peut aussi avoir une opinion qui soit différente de la vôtre. Ah mais bien sûr. Ah mais ça, bien sûr. Et on peut estimer avoir besoin d'informations pour exercer un vote circonstancié et éclairé. Oui, mais vous avez aussi le droit de venir en mairie. C'est pas interdit et vous avez le droit de me poser des questions. Je n'ai encore jamais reçu une question de votre part sur les projets qui sont très importants pour la mairie. Je vous rappelle, C'est pas faute du temps que je passe pour préparer tous les dossiers. je vous rappelle que nous avons proposé à votre demande d'être à votre disposition pour ce dossier de logements sociaux. Vous n'avez pas saisi cette proposition que nous avions acceptée. Très bien. Donc, nous allons passer au vote. Donc, qui est favorable à me donner les autorisations nécessaires pour finaliser les dossiers permettant à la commune d'obtenir 265 000 € de subvention? Qui est favorable? Très bien. Cette délibération est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Je passe au point suivant. C'est la rénovation de la salle polyvalente. Alors, pour vous donner quelques informations sur l'avancement de ce projet, les appels d'offres ont été envoyés il y a maintenant environ un mois. Ils ont été reçus. La date de clôture. C'était fin novembre. Fin novembre. Une commission d'appel d'offres s'est réunie en début de... Pardon ? D'ouverture des plis. Oui, l'ouverture des plis s'est réunie uniquement pour l'ouverture des plis le 3 ou le 4. OK. Et les offres sont actuellement à l'étude par le maître d'œuvre, monsieur Jean-Pierre Le Traon. Il doit nous faire un point final mardi, le 12. Et nous avons prévu une commission d'appel d'offres le 13 pour statuer en fonction des éléments que nous aura présentés monsieur Le Traon. Ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, nous avons reçu suffisamment d'offres pour pouvoir faire avancer ce projet. En ce qui concerne le point 3 du Conseil d'aujourd'hui, nous sommes dans la même situation concernant le dossier final de subvention. Une subvention avait été demandée par l'intermédiaire de l'AIP à hauteur de 100 000 € et le CUP s'était prononcé favorablement en 2019, mais compte tenu des retards, il a fallu représenter en CUP, donc le 2 décembre 2020, la demande de subvention de 100 000 € qui a été ciblée spécifiquement sur l'extension de la salle polyvalente, parce que ça présentait un problème technique que de présenter ça sur l'ensemble des 3 projets. Je suis content de vous annoncer que le CUP a approuvé à l'unanimité cette subvention de 100 000 € et nous a donc demandé maintenant de présenter le dossier final de demande de subvention. Vous avez le tableau qui vous donne l'évaluation actuelle de ce projet. Donc c'est le tableau uniquement pour l'extension de la salle polyvalente. Il y a 2 autres montants qui correspondent à la mise aux normes de l'école et un autre montant qui correspond à la rénovation partielle de l'église, mais qui ne font pas l'objet de ces subventions. Donc vous pouvez voir comment va se faire le financement. Le financement va se faire à hauteur de 50 000 € par la
FNADT, 50 000 € par la région Bretagne. Je vous rappelle qu'on avait obtenu une subvention de 100 000 € dans le cadre du DSIL, dont 58 000 € seront affectés à la salle polyvalente. Le reste sera affecté à la réfection de l'école et à la mise à niveau de l'école et à la rénovation de l'église. Et donc la commune financera ce projet de la salle polyvalente à hauteur de 67 000 €. Lorsque nous aurons les éléments concernant les autres projets sur lesquels nous avons l'intention de continuer en début d'année 2021 à chercher des subventions, nous donnerons les éléments de financement des deux autres parties de ces projets. Avez-vous des questions? Une question pour être sûr d'avoir bien compris. Nous pensions avoir voté cette demande de subvention le 21 septembre dernier et vous avoir... Oui, mais on m'a demandé, que le CUP et l'AIP a demandé spécifiquement un phrasé particulier sur la délibération, qui est le phrasé qu'on vous a proposé ici. On leur avait donné la délibération du 21 septembre et ils nous ont dit non, il nous faudra quelque chose d'un peu différent. C'est pour ça que je vous redemande. C'est très très spécifique le dossier de demande de subvention finale. Quand on parle du CUP, on parle du CUP de l'AIP. Oui, oui, oui. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer au vote. Donc, qui est favorable au mandat à me donner pour solliciter les subventions finales concernant la rénovation de la salle polyvalente et qui me permettra de dire que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget 2021. Qui est favorable? Merci beaucoup. Délibération est approuvée à l'unanimité. Juste un dernier point d'information concernant les ce qu'on appelle les trois bâtiments. On espère encore un démarrage des travaux dans le courant du mois de janvier. On pense, sous réserve que M. Le Traon ne nous annonce pas des mauvaises nouvelles mardi, qu'il devrait être possible de commencer les travaux au mois de janvier 2021. Je passe au point numéro 4 de l'ordre du jour. Donc, c'est le renouvellement de la convention avec l'Office du tourisme. Cette convention avait été signée en 2017 pour une durée de 3 ans. Il était donc nécessaire de la renouveler maintenant, de manière à avoir une convention valide pour l'année 2021. Cette convention a été reprise, je dirais, quasiment à l'identique, avec 2 modifications. La première, c'est concernant la mise à disposition des fonds pour l'Office du tourisme. Alors pourquoi nous avons fait ça? Parce que nous avons éprouvé, et Stéphane Morleva pourra vous donner des détails, des difficultés importantes au cours de l'année 2020 pour simplement pouvoir transférer des fonds depuis la commune vers l'Office du tourisme. Et ces fonds étaient destinés simplement à payer la salariée de l'Office du tourisme. Et pour tout vous dire, Stéphane Morleva a dû avancer l'argent du salaire de la salariée pendant quelques mois. Donc nous avons modifié un petit peu le texte concernant la mise à disposition pour éviter que la trésorerie de Paimpol ne nous fasse, comme elle l'a fait cette année, des difficultés lorsque nous avons demandé un transfert vers l'Office du tourisme. Et la deuxième modification que nous avons apportée, nous avons porté, ou nous proposons de porter la durée de la convention à 4 ans. Il n'y a pas de renouvellement tacite, donc et on pense que 3 ans, c'est un peu court, donc on propose 4 ans. Ce sont les 2 seules modifications que nous avons proposées. Donc je vous propose, si vous avez des commentaires.
Nous n'avons pas d'observation sur la convention elle-même et les deux modifications ne posent pas de difficulté. Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le risque qu'il y a à avoir, au-delà de la période de transition qu'on peut comprendre après les dernières élections municipales, à avoir un élu président de l'Office de tourisme. Nous avions exclu cette possibilité lors du mandat précédent pour protéger à la fois l'élu, mais aussi la commune. Et ce que vous venez de dire conforte notre réflexion. La Fédération nationale des offices de tourisme, dans son guide juridique numéro 1 sur le sujet, en février 2011, indiquait « Il est déconseillé d'octroyer la présidence de l'association à un représentant de la collectivité ayant délégué sa compétence tourisme ». Après ce que vous venez de dire, le risque réel à la fois de prise illégale d'intérêt par la simple existence, et puis la gestion de fait, puisque l'Office de tourisme reçoit une grande partie de ses subsides d'une subvention municipale. Donc, à la fois pour l'individu et pour la commune, je crois que c'est une situation qui ne peut pas perdurer très longtemps. On est absolument d'accord avec vous. Je propose que Stéphane vous explique la situation. La situation particulière Covid fait que pour pouvoir réélire un bureau complet, parce qu'il y a déjà la vice-présidente qui avait démissionné et aussi un trésorier, donc il nous semblait logique de refaire un vote complet du bureau. Et pour ça, il faut réunir les gens. Et la situation Covid faisant qu'on ne pouvait pas créer des votes, fait qu'on a décalé, en sachant que tous ceux qui sont au bureau avec moi sont prévenus, ils le savent, que dès qu'on a la possibilité, je démissionne et que ce sera un d'eux ou quelqu'un d'autre qui reprendra à ma place, mais je n'ai pas l'intention de rester président de l'Office du tourisme, en sachant que dans les statuts, il y a aussi un représentant de la mairie qui devient de fait vice-président de l'Office, et pour le coup, étant chargé du tourisme, ayant cette délégation... Là, il n'y a pas de problème. Voilà. La vice-présidence, il n'y a pas de problème. La présidence... Non, mais on est entièrement d'accord. Et le problème, c'est que la situation sanitaire faisant qu'on est dans la possibilité de pouvoir faire des élections, a retardé l'échéance de créer cette élection. Voilà. C'est tout simplement pour ça. Et on est entièrement d'accord avec vous qu'en effet, on ne peut pas être à la commune et être président en même temps de cet office. C'est la situation sanitaire particulière qui fait qu'on en est là actuellement, quoi. Très bien. Donc, d'autres commentaires? Non. Donc, je propose d'approuver le projet de convention avec l'association de l'Office du tourisme et de me donner les pouvoirs pour prendre les actions nécessaires à l'exécution de la délibération. Donc, qui est pour? Merci. Alors, je suis désolé. Oui, pardon, je vote pas. Donc, la délibération est approuvée par 10 personnes. Stéphane Morleva s'abstenant. Très bien. Je passe au point suivant. C'est l'approbation du rapport du SPANC. Le SPANC, je rappelle que c'est le service public d'assainissement non collectif. Donc, il est nécessaire de présenter tous les ans un rapport sur l'activité de ce SPANC. C'est un rapport formaté dont les différentes informations peuvent être parfois un petit peu compliquées à comprendre, mais je ne sais pas si vous avez des commentaires dessus, compte tenu du fait de son format, il est difficile de changer les indicateurs de performance tels qu'ils sont définis. Pas de commentaires, très bien. Donc, je vous demande d'adopter le rapport annuel 2019, de mettre en ligne le rapport et d'approuver la mise en ligne du rapport et de sa délibération sur le site www.service.ofrance.fr
et de renseigner les indicateurs de performance sur le système d'information sur les services publics d'eau potable et d'assainissement. Qui est pour? Très bien, merci. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point numéro 6 concerne toujours le SPANC et le fait que depuis plusieurs années, il est difficile d'équilibrer le budget spécifique. Donc nous avons travaillé sur une autre méthode pour essayer d'équilibrer ce budget. Nous nous sommes renseignés sur ce qui se faisait dans certaines communes et le système qui nous a paru le plus simple à mettre en œuvre, c'est d'avoir une cotisation annuelle pour couvrir les contrôles périodiques des installations, de manière à ne pas pénaliser les personnes qui ont un système non connecté. Nous proposons de passer la durée de contrôle, l'espace entre les contrôles à 8 ans, et de faire en sorte qu'aucun des tarifs concernés n'augmente. L'avantage que ça présente, c'est que les gens aujourd'hui ont certaines réticences à accepter les contrôles périodiques parce que c'est compliqué à organiser quand vous n'êtes pas en permanence sur l'île et parce que à la sortie du contrôle, vous devez payer une somme correspondant à ce contrôle. Et donc le technicien du SPANC avait pas mal de problèmes à obtenir des rendez-vous et à obtenir le fait que les gens étaient effectivement présents au rendez-vous lorsqu'ils se présentaient. L'avantage de faire une cotisation annuelle, c'est d'éviter que les gens aient à payer lorsqu'ils auront un contrôle. Ils n'auront rien à payer de particulier lorsqu'ils auront un contrôle. Et on pense, et d'après l'expérience d'autres communes, c'est le cas, il y a donc moins de réticence à accepter ces contrôles. On a fait un certain nombre de simulations pour s'assurer qu'en aucun cas, les personnes ne seraient pénalisées. Et donc, vous avez ça sur les tableaux que l'on vous a remis. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail, mais en prenant, si on prend le coût du contrôle périodique, il était à 122 € au 1er janvier 2020 et il avait lieu tous les 6 ans, ce qui faisait donc un coût annuel de 20,30 €. En le mettant à 160 avec une périodicité de 8 ans, on retombe à 20 € par an. Il s'est assuré également qu'il n'y aurait pas d'augmentation sur les autres contrôles. Et notamment, ce que l'on propose, c'est qu'en cas de vente, en cas de vente, la personne devait payer, sauf si son dernier contrôle datait de moins de 3 ans, 250 €, quelle que soit la date à laquelle le dernier contrôle avait eu lieu. Ce qu'on propose, c'est que toutes les cotisations qui auront été accumulées avant la vente et non utilisées seront déduites du montant des 250 €. Ce qui veut dire que le contrôle d'installation lors d'une vente immobilière reviendra moins cher qu'actuellement. Et nous avons proposé un petit ajustement sur les autres contrôles pour les mêmes raisons. Je ne sais pas, et donc, après avoir défini ces principes, à savoir une cotisation annuelle de 20 € par an, un contrôle périodique tous les 8 ans, nous avons réajusté le règlement du service pour tenir compte de ces choses. Les modifications dans ce document sont en vert ou en rouge parce que nous avons eu quelques allers-retours avant d'arriver à la version finale, mais on vous a laissé en vert ou en rouge toutes les modifications par rapport à l'ancienne version.
Vous avez peut-être des questions? Le principe de l'annualisation est un principe qui se conçoit tout à fait. Quand on dit que le coût annuel reste le même, c'est vrai, la prestation est un peu différente quand même. Parce que d'un côté, on avait un contrôle donc pour l'environnement tous les 6 ans, là on va avoir un contrôle tous les 8 ans. Donc il y a une dégradation entre guillemets du contrôle. Pour les gens qui viennent d'effectuer un contrôle, ils sont défavorisés par les gens qui auraient à le faire juste en tout début 21 ou en 22. Il y a un phénomène d'entrée dans le système qui est probablement pas évitable, mais qui existe pour les gens qui viennent de payer leur coût. Ils vont payer 120. Non, mais ceux qui ont eu payé 120 euros. Oui, mais ceux qui ont eu un contrôle en 2020, par exemple, ils ont payé 120 euros. Et à partir de 21, ils vont payer 20 euros, mais ils n'auront leur prochain contrôle qu'en 28. C'est vrai, mais celui qui va le faire en 21 va payer que 20 euros. Ouais. Oui. Il y a un coût d'entrée dans le système pour un certain nombre de personnes, ils ne sont pas nombreux. Alors, cette logique, on la comprend. Ce que vous venez d'expliquer sur l'abattement donné lors des ventes immobilières, la réfaction qui est faite en fonction de ce qui a été payé, la logique me paraît plus étonnante, surtout que c'est un budget, et vous l'avez dit, qui a du mal à s'équilibrer, donc avoir des recettes au moment de la vente est un moment important. Donc, Non, mais moi on a voulu au maximum s'assurer qu'il n'y aurait aucune augmentation pour personne. Or, l'ancien règlement disait que si le contrôle périodique avait eu lieu depuis moins de 3 ans, il n'y avait pas de contrôle pour la vente. Et donc, on s'est dit, mais comment on peut compenser ça si le contrôle avait eu lieu 4 ans, 5 ans. Donc on avait ce petit problème à régler, on a proposé cette solution. Moi, si vous pensez que les gens pourraient accepter de perdre 3 fois 20 euros ou 4 fois 20 euros. Lors d'une vente, on parle bien d'une vente. Moi, je suis prêt à simplifier le règlement. Lors d'une vente, et en plus, alors qu'on a un budget qui est compliqué. Parce qu'il y a un point qui est pas mis en exergue non plus, pardon, c'est que là où il y avait un recouvrement qui était une fois tous les 6 ans pour les individus, il va y avoir un recouvrement tous les ans. Donc il y a un coût de recouvrement qui n'est pas chiffré mais qui est réel, et on le sait. Écoutez, moi je suis prêt à aller dans votre sens sur sur la vente, et dire que quel que soit le moment où la vente a lieu, la personne doit payer le montant total des 250 euros pour la visite de contrôle en cas de vente. Moi, je veux bien. Si ça convient à tout le monde, je n'ai pas d'objection. C'est effectivement un peu mieux pour les finances. Les finances Oui, qui est très délicat. On pense quand même qu'avec ce schéma-là, on va réussir à plus facilement l'équilibrer. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on modifie le règlement du service concernant la visite en cas de vente et en mettant le paiement des 250 euros, quelle que soit la date, si vous en êtes d'accord, à laquelle... OK. Oui. Est-ce qu'on met quelle que soit la date ou est-ce qu'on garde comme le règlement précédent avec... les 3 ans, là... Enfin... Mais non, parce que les gens, pendant les 3 ans, vont payer 20 euros chaque année. Ils vont payer 60 euros. Ah, mais ceux qui avaient fait genre contrôle. Oui, c'est ça, ceux qui viennent de faire le contrôle. Voilà, c'est ça. On ne payait pas les 250 euros. Donc ça, on les laisse... On garde la date de plus de 3 ans. Un contrôle de plus de 3 ans, quand ils vendent, ils payent 250 euros. C'est ça. Pour ceux qui rentrent dans le système, enfin à l'entrée du système. Ça concerne quelques-uns s'il faut faire. OK. OK, on peut faire ça. D'autres commentaires? OK, donc en prenant en compte cette modification qu'on apportera
et je propose qu'on vous fasse recirculer la version finale de manière à être certain que tout le monde est bien d'accord. Je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver la nouvelle version du règlement du service public d'assainissement non collectif. Vous êtes qui approuve? Très bien, parfait. Donc, ce règlement, avec la modification dont on a parlé, est approuvé à l'unanimité. Le point suivant, ce sont les modifications, les décisions modificatives d'un certain nombre de budgets. Alors, on arrive à la fin de l'année, on a un certain nombre d'échanges avec la trésorerie et il a été nécessaire de présenter quelques décisions modificatives parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été découvertes récemment. Et donc la première, c'est dans le cadre du budget des ordures ménagères. Et donc là, c'est une décision modificative qui correspond à des augmentations de coûts effectifs. Donc la première dépense concerne le chapitre 11 et les locations mobilières. On avait mis 48 000 euros au budget. Ces 48 000 euros correspondaient à 12 mois de location d'un ponton à 4 000 euros. On a malheureusement subi une augmentation de 5% sur la location de ce ponton qui explique l'augmentation de 2 400 euros que l'on met en décision modificative numéro 1. Le deuxième impact que nous avons eu, c'est le fait que malgré la crise Covid, où on pensait qu'on aurait des reversements moindres à faire au SMICRED, on n'a quasiment pas eu de changement au niveau des versements. Et donc, nous sommes un peu justes sur ce budget. Alors, nous équilibrons ce budget en remettant la somme correspondante au compte 74,88. Ça, c'est la première décision modificative qui correspond et qui confirme la difficulté qu'on a aujourd'hui à équilibrer le compte des ordures ménagères, le compte de fonctionnement des ordures ménagères, compte tenu du coût élevé de certaines prestations. Donc, qui est pour... Pardon, si vous avez des commentaires. Très bien. Donc, qui est pour approuver cette décision modificative? Pardon? Ah, je pensais le faire après. Excusez-moi. Donc, on va faire aussi l'investissement. Alors, concernant l'investissement... C'est effectivement une deuxième décision. On pourrait voter l'une et pas l'autre. Oui. Donc, ouais. Mais on va vous expliquer. Donc, je propose qu'on vote en deux fois. Donc, sur la première décision modificative qui concerne le budget de fonctionnement, qui augmente donc de 4 900 euros,